On va reprendre avec Monsieur Razili Yousfi, Monsieur Anas Ben Omar et Madame Fatem Zahra Ben Khaï qui vont nous honorer aujourd'hui et nous présenter l'activité d'Humanis et puis particulièrement d'un sujet lié projet Humanis qu'on verra avec Monsieur Ben Omar. D'accord? Donc, je donne la parole à Monsieur Razi pour présenter Humanis dans un premier temps. Et si l'on peut activer les cams, ça serait encore mieux. Bonjour, bonjour Razi. Top. Comment ça va? C'est bon, vous me voyez? Oui, parfaitement. Ok, merci, merci Mustapha, merci tout le monde. Très heureux de te voir. Très bien, merci à toi Mustapha et merci d'avoir organisé cet événement très important et nous avoir invités pour apporter notre petite contribution. Avec plaisir. Donc voilà, donc là, durant la présentation, nous allons faire une présentation en 3 parties. Je suis accompagné de Fatem Zahra Ben Khaï sur la partie RH. Anas Ben Omar, notre chef de projet web et responsable du pôle web qui va présenter le thème technique, un thème qui est en lien avec la sécurité. Donc il va un peu expliquer ce que c'est que l'ISDP et la sécurité dans les projets. Alors, je vais commencer par présenter, je vais partager mon écran rapidement. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez mon écran, Mustapha, si tu peux me confirmer que c'est bon? Je confirme. Oui. C'est bon. D'abord, bonjour à tout le monde, à l'audience. Merci de votre présence. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, on va présenter 3 parties. Je vais commencer par la présentation du CDS IT. Après, je laisserai la main à Fatem Zahra et Anas pour présenter les autres parties. Je vais commencer par ce slide. Donc, il y a beaucoup de chiffres. Pour vous faciliter, je vais mettre ça en plein écran. En mode diaporama, c'est plus facile. Alors, pour vous faciliter un peu la lecture de ce slide, donc sur la partie gauche, il y a les chiffres qui concernent le groupe Humanis. Sur la partie droite sont les chiffres sur Humanis Casablanca. Alors, le groupe Humanis, il fait partie du top 20 des ESN françaises. Il compte actuellement à peu près 3000 collaborateurs. Il réalise un chiffre d'affaires consolidé d'à peu près 314 millions d'euros avec une croissance annuelle d'environ 12%. Humanis, au début de sa création en 1990, était un peu orienté data, offre data. Maintenant, c'est une ESN qui s'est diversifiée, qui a diversifié ses offres. Il y a 5 pôles d'expertise, le pôle data, digital, le pôle intégration métier, donc tout ce qui est CRM et ERP, le pôle infrastructure et production et le pôle WPO. Donc, il y a 4 pôles qui sont dans la partie IT et le pôle WPO. Sur CASA, le centre de service de CASA, donc il a été créé en 2013. Alors, Humanis compte actuellement 8 centres de service. Donc, celui de CASA, il vient pour booster un peu l'offre nearshore de Humanis. C'est un centre qui compte actuellement 300 collaborateurs avec 3 activités ou 3 départements. Le département IT que je représente. Il y a aussi le département, les activités BPO et les activités CRM avec le centre d'appel. C'est un centre qui s'est beaucoup développé. Donc actuellement, si je parle du centre de service IT, on est à peu près plus de 100 ingénieurs IT, environ 110 ingénieurs. Entre développeurs, consultants, chefs de projet et experts. Nous sommes aussi présents sur tous les pôles qui représentent le groupe Humanis, c'est-à-dire le pôle data, digital, application, métier, prod, alors tout ce qui est prod et testing. Et nous sommes sur un programme de croissance assez intéressant, même si cette année on était un peu freiné par
par la pandémie, mais on est très ambitieux sur les années à venir et nous avons une projection pour doubler nos effectifs sur les 2 années à venir. Et nous avons déjà les prévisions, la visibilité que nous avons actuellement le montrent déjà et nous sommes très confiants de notre capacité à faire la croissance cible. Pour donner un peu plus de détails sur le centre de service. Donc là, comme j'ai dit, c'est un centre qui a été créé en 2013. L'offre principale du centre de service, c'est une offre d'externalisation des activités au forfait, même si actuellement, on a commencé aussi à développer ce qu'on appelle le régie délocalisé avec des activités qui peuvent être soit en régie pure et dure, soit des activités en mode agile. Et on sait très bien que sur le mode agile, c'est très difficile de faire du forfait. C'est un centre qui vient aussi pour apporter une certaine expertise technique et fonctionnelle pour l'ensemble du groupe, pour apporter une certaine valeur ajoutée en termes d'industrialisation de nos processus, de standardisation. Alors, le centre de service de CASA, c'est un centre qui est certifié ISO 9001 pour la qualité, 27001 pour la sécurité et 14001 pour l'environnement. Tout ça pour dire que voilà, le centre, il s'est beaucoup développé, innové de telle façon à apporter une vraie valeur ajoutée au niveau du groupe. Notre scope d'activité, il est très large. Il est très large, ça couvre un peu tous les domaines d'activité dans le service informatique. Donc là, il y a tout ce qui est activité build, tout ce qui est activité projet, tout ce qui est activité de tierce maintenance applicative, tierce recette applicative, tout ce qui est MCO et tout ce qui est activité de prod avec la tierce maintenance industrielle et le helpdesk. Et donc là, le centre, on essaie de le diversifier de telle façon à ce que toutes les activités soient présentes et pour qu'on ne soit pas limité à un type en particulier d'activité. Sur si je parle un peu des critères d'attractivité du centre que nous avons toujours essayé de mettre en avant. D'abord, il y a les conditions de travail des collaborateurs. Donc là, les collaborateurs, on fait tout pour que les collaborateurs travaillent dans des conditions qui sont très favorables, à commencer par les locaux que nous avons, des nouveaux locaux qui ont été inaugurés en 2018, qui offrent un certain confort de travail et un environnement de travail très favorable. C'est un centre qui peut accueillir jusqu'à 450 positions justement pour accompagner notre développement sur les 3 années à venir. C'est un centre qui offre aussi une certaine hygiène de sécurité parce que la sécurité, ça devient un peu quelque chose de primordial et les clients sont de plus en plus exigeants. Donc, en plus d'être certifiés, les locaux offrent aussi un terrain propice pour améliorer la sécurité au maximum. Et bien sûr, il y a des espaces de convivialité, bon, les espaces de restauration, les salles de formation, les salles de réunion. Donc, tout ça pour dire que nous avons des locaux qui ont été mis en place de telle façon à favoriser au maximum le travail des collaborateurs. Une politique RH aussi qui accompagne le développement du centre. Alors là, quand je parle de politique RH, après, il y a une présentation qui sera faite par Fatem Zahra pour mettre en avant quelques aspects. Alors, je citerai en particulier que nous avons toujours développé des partenariats avec les grandes écoles d'ingénieurs, les universités, de telle façon à pouvoir mettre en place, à pouvoir être en contact direct avec les futurs lauréats, avec les jeunes diplômés. Chaque année, nous avons une campagne de recrutement de stagiaires qui permet de recruter jusqu'à une vingtaine de stagiaires
qui vont faire leur PFE et après, ils vont une grande partie de cette population va basculer en CDI après les 6 mois de stage. Aussi, la politique RH vise aussi à gagner en visibilité au niveau du marché. Donc via la participation à des événements, via le développement de partenariats avec quelques acteurs locaux. Donc voilà, donc là c'est pour dire que le centre de service de Casa a gagné en maturité depuis sa création en 2013 et ça nous permet justement d'avoir une bonne image au niveau du marché et de pouvoir toujours apporter une amélioration continue sur nos processus de travail et sur notre qualité de travail. Donc là, j'ai parlé un peu du scope d'activité que nous avons. Je vais parler un peu brièvement des pôles technologiques que nous avons au sein du centre de service. Alors, nous sommes présents sur les 4 pôles d'expertise, la data, le digital, le métier, les applications métiers et la prod. Sur les 110 ingénieurs, nous avons une grande partie qui sont sur la partie décisionnelle. Alors, nous avons à peu près 40 ingénieurs qui sont sur les activités BI, tout ce qui est suite MSBI, Informatica, Cognos. Voilà, donc nous avons une grande partie surtout sur la suite MSBI, mais nous avons aussi d'autres activités BI. Il y a la partie digitale qui a aussi son poids au niveau du centre de service et qu'on essaie toujours de développer. On avait commencé d'abord avec tout ce qui est web classique, tout ce qui est PHP, Symfony, Drupal. Maintenant, on est en train de se développer aussi sur tout ce qui est digital, tout ce qui est mobile. Il y a les activités métiers CRM avec la suite Dynamics. Donc, je donne juste l'exemple d'une des activités CRM que nous avons. Les activités prod. Bon, là, la prod, alors quand on parle de prod, c'est surtout les activités où on intègre des ingénieurs de prod, des ingénieurs système, des ingénieurs d'exploitation qui sont sur des activités sur un scope technologique. Alors, ce que nous avons actuellement, c'est surtout des activités autour des technos SAP, Open et ZOS, mais on est en train de développer d'autres pôles technologiques sur cette activité de prod. En parallèle avec ces pôles d'expertise, nous avons aussi développé des cellules. Il y a la cellule testing, sur laquelle on est en train de développer notre testing factory avec une offre tierce recette applicative et la cellule R&D qui est directement rattachée à la cellule R&D en France. Donc ici, on va trouver des sujets de pointe, des sujets de type intelligence artificielle, tout ce qui est autour du machine learning, big data. Donc là, on fait participer soit des profils juniors, soit des profils expérimentés pour participer sur des sujets de pointe et des sujets d'actualité. Quelques chiffres pour un peu illustrer notre volume d'activité. Donc, nous avons actuellement à peu près une vingtaine de projets et TMA au niveau du centre de service. Nous arrivons à produire jusqu'à maintenant environ 20 000 jours hommes de production mensuelle, annuelle. Alors une activité essentiellement au forfait, mais il y a aussi de l'AT, donc dans tout ce qui est activité en régie. Nous avons aussi des jours qui sont consacrés à la formation et la certification. Donc là, quand je parle de formation, il y a notre plateforme. Alors, le groupe a développé une plateforme de e-learning qui est assez riche. Mais en plus de la plateforme e-learning, nous avons des formations en présentiel sur quelques technologies, des formations qui sont faites soit pour des programmes de reskilling, soit pour répondre à des besoins de quelques collaborateurs ou pour répondre tout simplement à des besoins de projet. Donc voilà, pour finir ma partie, ce dernier slide, c'est pour dire que parmi les avantages que représente le centre de service à Casa, c'est que nous sommes sur un mode
100% étendue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les activités côté Maroc et les activités côté France. Les ingénieurs au Maroc, ils peuvent participer à tout le cycle, toute la chaîne de production informatique depuis l'avant-vente, l'intégration, c'est-à-dire depuis l'avant-vente, c'est-à-dire là l'avant-vente, le cadrage, le développement, la mise en production. Donc voilà, donc il y a, il y a une forte implication des collaborateurs côté Maroc sur toute la chaîne de production. Donc il n'y a pas de cloisonnement. On met pas l'équipe côté Maroc comme étant une équipe back-office qui doit travailler que sur peut-être la partie développement. C'est ce qui permet justement d'abord de créer plusieurs pistes d'évolution des collaborateurs. Donc, il y a une certaine mobilité au sein des projets et aussi des perspectives d'évolution qui sont, que ce soit horizontales ou verticales, mais ce sont des pistes d'évolution qui sont assez importantes. Donc voilà, j'ai terminé ma partie. Je passe la main. Je ne sais pas, est-ce que je dois d'abord répondre aux questions ou bien on attend à la fin. Mais je passe la main sinon à Fatem Zahra Ben Khaï, qui peut présenter la partie RH. Je pense qu'effectivement, on va laisser les questions jusqu'à la fin. Oui, je crois que c'est mieux. Oui, effectivement. Vous arrivez à m'entendre? Bonjour. Oui. Bonjour. Salut. J'ai partagé mon écran. Je ne sais pas aussi si vous arrivez à le voir. Oui. C'est bon. Parfait. Donc, je me présente en premier temps. C'est Fatem Zahra Ben Khaï, consultante RH et référente sur la partie recrutement et développement RH chez Humanis. Donc, je suis là pour compléter ce qu'a présenté Monsieur Razi, directeur du pôle IT, et mettre l'accent sur la partie RH et aussi répondre à vos éventuelles questions à la fin de cette présentation. Donc, nous allons commencer par la partie valeur, la partie la plus importante, on va dire. Comme vous voyez sur la diapositive, donc l'ensemble des collaborateurs chez Humanis partagent au quotidien 4 valeurs que je vais détailler par la suite, dans l'excellence, la responsabilité, la convivialité et le respect. Donc, ces valeurs humanistes qui sont à son origine et qui l'animent encore aujourd'hui, car nous respectons la personne, qu'elle soit collaborateur, client ou partenaire. Donc, l'humain au cœur de notre activité et c'est notre raison d'être. L'excellence chez Humanis n'est pas une quête de perfection, mais la recherche en continu du meilleur niveau de performance et de qualité en lesquels nous croyons et nous nous engageons. La responsabilité consiste à répondre au mieux de nos attentes des clients et à être le garant des objectifs fixés. Et finalement, la convivialité, qui est une attitude qui commence par le sourire, la politesse, la bienveillance et la courtoisie. Donc, nous nous retrouvons régulièrement pour célébrer ensemble nos victoires comme nos petites réussites. Chez Humanis, c'est une entreprise où les collaborateurs ont du plaisir à travailler. De toute façon, je vais partager avec vous une diapositive où je regroupe plusieurs photos, mémorisant quelques événements d'Humanis dans lesquels nous partageons des moments de convivialité. Alors, être chez Humanis, c'est aussi avoir un accompagnement personnalisé. Dès votre intégration, vous serez accueilli par une consultante RH qui va vous accueillir, vous présenter l'organisation, la culture de l'organisation et nos outils. Vous aurez aussi un accueil par un référent sur la partie technique. Et le rôle de la... Oui. Excuse-moi, apparemment les participants ne voient rien. J'ai pourtant partagé mon écran. Alors, est-ce que toi, tu arrives à le voir déjà? Oui, moi j'arrive à le voir, mais je suis, c'est-à-dire j'ai un rôle de conférencière. Je crois que les autres n'arrivent pas à voir. D'accord. Il y en a qui disent que c'est visible, d'autres qui n'arrivent pas à voir. D'accord. Est-ce que tu On peut juste désactiver le partage et l'activer à nouveau, je pense. D'accord. Oui, je pense que ça ira comme ça.
C'est bon, c'est partagé? Alors, un instant. De mon côté, c'est partagé. Parfait, parfait. Alors, est-ce Là, on qu'eux, ils arrivent à voir sur... par contre? C'est bon, on est en mode projection. Ok, de toute façon, la plupart arrivent à voir, donc Oui, je vois des d'accord. confirmations. Parfait. Donc, Merci. voilà, j'étais sur l'accompagnement personnalisé. Donc, je disais, dès l'intégration, il y a un accueil par les consultantes RH, donc pour la présentation de l'organisation, de la culture et de nos outils. Après, il y a aussi l'accueil par un référent pour présenter la partie technique. D'accord. Le rôle de la consultante RH ne s'arrête pas là, parce qu'il y a des points RH qui sont organisés tout au long de la période d'essai pour détecter et résoudre tous les blocages rencontrés par la nouvelle recrue. On a une fréquence d'une semaine, donc après une semaine d'intégration, après 1 mois et 3 mois d'intégration. Donc, contact facilité parce qu'on a un accès direct à la hiérarchie et des outils collaboratifs afin de communiquer. Des talents reconnus grâce à un management juste et des évolutions en interne. Et sur la partie évolution continue, on a les évaluations annuelles qu'on organise chaque fin d'année d'ailleurs, qui permettent de faire le point sur les réalisations des collaborateurs. Et c'est se projeter surtout, c'est un rendez-vous incontournable et l'occasion pour les collaborateurs de mettre en avant leurs points forts et d'exprimer leurs progrès. Donc, à l'issue de cet exercice, on peut repositionner, enfin, c'est les managers pardon, qui repositionnent leurs collaborateurs et ils mettent en place une feuille de route pour l'année à venir. Et aussi, cela se traduit par des mobilités en interne, les évaluations et des augmentations de salaire. Donc là, je passe un troisième slide. Est-ce que vous arrivez à le voir? Yes. Oui, parfait. Donc, au sein d'Humanis, nous avons plusieurs opportunités de carrière sur la partie technique, fonctionnelle, conseil et management. Donc, un candidat qui nous rejoint peut être sur ces 4 parties selon ses talents et ses motivations. Donc, on a des postes techniques avec une possibilité de spécialisation et de viser l'expertise ou la polyvalence technique. Donc, sur la partie fonctionnelle, on a l'homologation et le testing. Sur la partie conseil, on a de la prospection commerciale, de la participation à des avant-ventes et de relations avec les partenaires. Et sur la partie management, en passant d'un référent d'une équipe à team leader, chef de projet ou même d'un directeur de projet. Alors, là, je vais mettre l'accent sur la partie des stages chez Humanis, comme on est en pleine campagne de stagiaires et nous recrutons nos stagiaires pour 2021. Je vais répondre plutôt à la question pourquoi effectuer un stage chez Humanis. Effectuer un stage chez Humanis, c'est commencer à apprendre un métier, partager la vie d'une équipe et de découvrir notre culture d'entreprise. Car chez Humanis, les stagiaires, ils ne sont pas là pour être là, mais ils travaillent sur de réels projets. Donc, ils sont là comme tous les autres consultants. Et chaque année, plus de 90% de nos stagiaires sont recrutés en CDI. Donc, ce qu'on attend d'un futur consultant, d'un futur stagiaire, c'est bien sûr l'humilité, rigueur, volonté d'apprendre, de monter en compétences, une très bonne communication, capacité d'écoute, dynamisme et compétences techniques. Donc, je partagerai par la suite une photo qui illustre tout ça. Donc, je n'arrive pas à la partager tout de suite. Je vais la laisser à la fin des diapositives. Après, M. Anas Ben Omar, qui est chef de projet, qui va vous présenter la partie intégration de la sécurité dans les projets. Et bien sûr, je resterai ici pour répondre à vos questions à la fin de cette conférence. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon courage. Merci beaucoup Fatem Zahra. Donc, c'est Anas Ben Omar justement qui va reprendre la suite. Anas, je vous demanderai d'essayer de faire sur les 15 minutes pour justement apporter des réponses parce qu'il y a beaucoup de questions. Ok, ça m'arrangerait. Merci beaucoup. De rien. Alors, je vais commencer par activer ma caméra. Voilà, c'est fait. Bonjour à vous tous. Heureux d'être parmi vous. Donc,
je complète cette session avec la partie ISDP qui consiste à l'intégration de la sécurité dans les projets. C'est une pratique qu'on utilise chez Humanis pour préparer la certification ISO 27001. Donc, on était sur la 2e année de certification. On l'a eu l'année dernière et là, on a pu la renouveler cette année. Donc, je vais vous présenter quelques définitions, quelques pratiques utilisées. Et à la fin de cette présentation, donc, vous aurez quelques éléments et quelques notions de base qui pourront vous orienter et que vous pouvez réutiliser pour approfondir vos connaissances dans la sécurité. Vous arrivez à voir mon écran? Oui. Ok, très bien. Alors, si tu peux juste mettre le mode diaporama, je crois que ça sera mieux. Alors, je pense que l'écran est déjà partagé, c'est pas le mien. Est-ce que j'ai la main pour dérouler les slides? Je pense à partir de l'outil Zoom Webinar. En bas, tu dois avoir accès à un bouton Share Screen, en vert. Partager d'écran, etc. Alors, j'ai écran qui est déjà partagé, le bouton est déjà en vert. Oui, tu peux cliquer dessus. Hein. C'est fait, j'ai une pop-up qui peut partager et qui peut commencer à partager tous les panélistes. Tous les panélistes. Clique dessus directement, pas sur la petite non, sur ok, d'accord. Triangle, mais directement dessus. Voilà, ok, c'est bon. Donc je lance. Je choisis juste l'écran qu'il faut partager. Parce que je suis sur 2 écrans. Quelle chance. Mais difficile à gérer. Alors, c'est l'écran numéro 2. Voilà. Donc, vous me dites quand vous arriverez à voir mon écran. Oui. Très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, quelques fondamentaux de la sécurité, définition, et quelques termes clés qui sont utilisés dans la sécurité. Après, on va voir comment on intègre la sécurité dans les projets, comment on l'intègre dans les développements, et puis quelques outils qui sont utiles et qui sont très nécessaires pour implémenter la sécurité. Alors, commençons par la définition. C'est quoi la sécurité? Donc, la définition standard, c'est la protection de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de l'information. Donc, c'est une définition qui est basée sur 3 critères. Toutefois, on a la possibilité, la recommandation de rajouter un 4e critère qui est aussi souvent utilisé, qu'il s'agit de la traçabilité. Alors, cela consiste à quoi? Ça permet de contribuer au succès de l'organisme, de sa pérennité et de réduire les impacts possibles sur le système d'information ou sur la sécurité de l'entreprise. Donc, il est de notre devoir en tant qu'intégrateur et de créateur de projets d'intégrer et de proposer des offres qui intègrent la sécurité depuis son premier démarrage, ou on va dire depuis sa première phase jusqu'à la réalisation et la finalisation du projet. Donc, comme on le voit ici, donc, la sécurité est un élément clé qui tourne autour de 4 critères. Et puis, quel impact ça peut avoir? Plusieurs. Donc, s'il y a quelques sociétés qui pensent à faire des économies côté sécurité, qui pensent que ce n'est pas nécessaire, donc s'ils ont de la chance, donc ils n'auront pas d'attaque. Par contre, dès qu'ils vont subir une attaque, que ce soit majeur ou mineur, ils vont sentir l'impact, surtout financier, derrière. Alors, les impacts et les causes en même temps. 90% des incidents aujourd'hui dans le monde entier proviennent des sources internes, contrairement à ce que l'on pense. Donc, la vulnérabilité provient de l'interne, de l'intérieur.
comment faire pour se sécuriser au maximum. Donc, la règle 20-80 qui s'applique, elle est très efficace dans ce cas-là. 20% des mesures adéquates de base, ils vont nous permettre de régler 80% pardon, des problèmes. Et il faut signaler que la sécurité, ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est plutôt un problème qui est lié à la gouvernance, à la compétence et surtout à l'appropriation. Une entreprise peut très bien investir dans les meilleures solutions de sécurité, des firewalls, des antivirus, des architectures très poussées. Il suffira d'une faute d'attention d'un collaborateur qui va recevoir un mail et qui va cliquer sur le lien de façon volontaire ou non volontaire. Et donc, ça va permettre à un hacker ou un pirate d'accéder au système d'information et essayer de dénicher derrière et trouver d'autres vulnérabilités à exploiter. Donc, comme la citation le dit, la sécurité est avant tout affaire de bon sens et le maillon faible, que l'on veuille ou non, reste l'humain. On va passer par la suite à l'implémentation de la sécurité sur un projet. Donc, tout d'abord, ça concerne, comme je l'ai déjà dit, toutes les phases d'un projet. Donc, à commencer par l'avant-vente, la phase de lancement, les phases de conception, réalisation, testing et recettes. Suite à ça, donc on passe à la phase de mise en production, de maintenance. Et on rajoute une couche supplémentaire qui concerne la capitalisation et ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc, nous sommes dans une logique d'amélioration continue. L'échec fait partie de l'apprentissage. Donc, s'il y a incident, s'il y a problème, donc il faut essayer de capitaliser, d'en déduire la leçon, corriger et essayer de ne pas la reproduire dans les futurs proches. Deuxième point très important, c'est que la sécurité est l'affaire de tout le monde. Donc, toute personne intégrant la société est concernée, à partir du stagiaire jusqu'au directeur de l'entreprise. Lors de la phase de lancement d'un projet ou même de la phase d'avant-vente, donc on essaie d'identifier les exigences côté client. Cela concerne les matériels, par exemple, les actifs que le client va mettre à notre disposition ou que nous allons mettre à disposition du client, le type d'hébergement qu'on va utiliser, est-ce que c'est du cloud, est-ce que c'est du on-premise, est-ce que ça sera chez le client ou chez un hébergeur intermédiaire, etc. Cela va nous permettre par la suite de définir un niveau de sensibilité des données avec le client. Est-ce qu'on est sur des données sensibles, production ou hors production? Est-ce qu'il faut avoir des jeux de données anonymisés pour qu'on puisse garder la sensibilité de ces données? Par la suite, donc, on passe à l'aspect classification de l'information. Donc, c'est surtout la classification des documents qui seront partagés avec le client et entre l'ensemble des collaborateurs, entre documents confidentiels, documents internes et documents publics. Donc la classification change et bien sûr, elle varie selon le contenu de ce document et le contenu de l'information qui y figure. Et puis, tous ces éléments vont nous fournir 3 niveaux d'évaluation, donc avec des critères pour chaque niveau qu'on va essayer de remplir pour qu'on puisse identifier est-ce que nous sommes pour tel client, pour tel projet, est-ce que nous sommes plutôt au niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Bien sûr, le niveau 3 étant le plus sécurisé et le plus élevé en termes d'exigence. Dernier point, donc concrètement, comment on intègre la sécurité dans les documents du projet. Donc, à travers pratiquement tous les documents, donc les SFT, les spécifications fonctionnelles détaillées du projet. Donc, il faut mentionner la sécurité dedans. Dans les documents d'architecture technique, c'est très important de la mentionner à travers les composants qu'on va mettre en place pour améliorer la sécurité et pour très bien verrouiller ce périmètre. Le
PAS, qui est le plan d'assurance sécurité qui sera convenu avec le client et qui regroupe, qui consolidera toutes ces exigences. Et puis le DEX, qui est le dossier d'exploitation qui sera fourni à l'équipe, aux Ops, les équipes de système. Donc, ils sont également impliqués par cet aspect de sécurité. Alors, par la suite, on verra la sécurité dans les développements. On a mis le focus sur l'intégration de la sécurité dans les projets. On se focalisera maintenant sur les développements parce que c'est un peu notre métier et c'est très important. Un développement qui n'est pas sécurisé va également fournir une porte d'entrée à des pirates. Donc, un code source, comme vous le savez tous, donc, ça tourne autour de plusieurs actions. Donc, à commencer par de la conception, qui va derrière générer du code qu'on va rédiger, mais bien sûr, il ne faut pas se limiter à rédiger du code. Donc, il faut essayer d'avoir respecter un ensemble de bonnes pratiques et éviter quelques-unes pour que le code source généré soit à la hauteur et soit bien sécurisé. Donc, parmi ces pratiques, donc, pas mal sont connus. Le code dupliqué, donc c'est quelque chose qui est très connu. La majorité des développeurs aujourd'hui vont se baser sur un code existant sur Internet. Stack Overflow, par exemple, est le meilleur exemple et la Bible des développeurs. Il faudra veiller à bien nettoyer ce code et à éviter que ça soit dupliqué, que ça contienne du code mort. Il ne faut pas hésiter à commenter son code. Ça va permettre à une nouvelle personne ou un nouveau collaborateur qui récupérera l'application par la suite de bien s'y retrouver et de comprendre ce qui a été développé. Il faut respecter les règles de codage en fonction du langage utilisé, que ce soit du .NET, du PHP ou du J2E. Il faut apprendre à utiliser des tests unitaires. Donc, c'est une méthode qui est très pratique pour les développeurs et ça consiste à tester unitairement au lieu d'attendre la finalisation d'un module pour tester sa finalité. Et puis, il faut savoir gérer la complexité du code. Donc, il ne faut pas écrire un code qui est très complexe et qui n'est pas très lisible et par conséquent difficilement maintenable. Et puis, un code qui est clean va nous permettre par la suite, dès qu'on va détecter des bugs, de bien les gérer et de bien les corriger sans y passer beaucoup de temps. Quelques outils techniques qui vont nous permettre d'intégrer la sécurité. Donc, ça rentre dans le cadre de l'intégration continue de la sécurité. Donc, des outils d'analyse statique de code. Donc, le plus connu, c'est SonarCube. Et puis, deuxième outil qu'on peut utiliser également, qui est très bien dans son domaine, c'est Fortify SSC. On peut également lancer des analyses dynamiques à travers des tests d'intrusion. Donc, OWASP-ZAP, c'est un outil qui est très bien placé, qui va nous permettre de scanner notre application web ou notre site web et de détecter les différentes vulnérabilités détectées et les défaillances et de pouvoir bien sûr les corriger avant de passer en production. Analyse des dépendances tierces. Donc, c'est lorsqu'on est sur un projet web, on a tendance à utiliser des bibliothèques et des librairies tierces. Exemple, on va pour le développement d'une application front-end, on va utiliser jQuery, on va utiliser Angular ou Bootstrap par exemple pour la partie HTML, CSS et présentation. Donc, il faut qu'on s'assure que ces dépendances intégrées ne vont pas causer des problèmes, ne vont pas représenter des vulnérabilités par la suite. Donc, OWASP Dependency Check et Maven Dependency Check vont permettre de vérifier les versions utilisées et de s'assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité derrière. Et bien sûr, qui dit dépendance et qui dit outils informatiques dit les ports. Donc, parce que c'est la porte de communication, la porte d'entrée. Donc, il faut s'assurer que seulement et uniquement les ports nécessaires et essentiels pour
le projet pour son avancement sont ouverts. Donc, OWASP ZAP également va nous permettre de faire un scan des ports, donc va nous identifier les ports qui sont ouverts, qui ne sont pas recommandés et qu'il faut verrouiller, qu'il faut fermer pour éviter toute attaque et toute piste d'intrusion. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça a été clair. Et, merci Anas. C'était justement clair et assez riche en informations. Donc, on va passer tout de suite au traitement des questions. Alors, il y a Jovial qui demande si vous faites uniquement du développement web. J'invite également Razi et Fatem Zahra à répondre aux questions en fonction c'est-à-dire de l'orientation de chaque question. Je vais répondre à la question en demandant à la personne et toute personne qui a l'intention de poser cette question, c'est justement d'attendre le quiz parce que c'est une des questions qu'on a prévues et on attendra justement. Donc, on ne va pas tricher, on ne va pas donner l'information tout de suite aux personnes. Sachant que Razi et équipe Humanis, vous pouvez vous-même parcourir les questions. Si vous identifiez une question spécifique à laquelle vous souhaiteriez réagir, ça sera... En tout cas, c'est faisable. On n'est pas forcément rigide en termes d'approche. Moi, j'ai identifié 2 questions sur lesquelles je voudrais répondre, si vous le permettez. Donc, il y a déjà une question. Bonjour, je suis en Côte d'Ivoire. Est-ce que je peux postuler en tant que testeur chez Humanis? Oui, bien sûr. Et nous avons dans nos équipes, depuis que Humanis a été créé au Maroc, nous avons quelques ressortissants africains qui travaillent avec nous. Donc, ils sont les bienvenus, ils peuvent postuler, que ce soit sur le testing ou sur les autres technologies qui sont présentes à Casa. Alors, il y a un qui est un peu frustré. Je postule chez Humanis pas mal des fois, mais sans retour. Bon, alors déjà dans le processus de recrutement, donc ça commence par justement la réception des CV et des candidatures des personnes. Nous avons un processus qui est assez rodé. Il y a la qualification des CV, il y a après en fonction de la qualification, il y a le filtre qui se fait et après on convoque les personnes en fonction des besoins que nous avons. Donc bon, la réponse pour être un peu claire, c'est que quand on postule d'une façon générale, il y a le timing aussi qui compte. Est-ce que le candidat a soumis sa candidature au bon moment où il y a vraiment une opportunité? Alors, il y a des campagnes de recrutement qui sont assez connues au niveau du Humanis et je parle par exemple de la campagne de recrutement des stagiaires. Ça commence à partir du mois de novembre et on vise essentiellement les stagiaires en période PFE. Donc là, donc toute personne qui est intéressée, elle peut postuler et surtout que cette année, on a changé un peu le concept, vu les conditions actuelles, on ne va pas faire les déplacements vers les écoles et on va plus s'appuyer sur les candidatures directes des stagiaires. J'ai juste une question qui pourrait intéresser le public. Alors, ça commence réellement en novembre pour des stages à partir de février? À partir du mois de février, exactement. Pour des stages, c'est-à-dire que nous, on commence le processus de sélection et d'évaluation. Cette année, on compte aussi intégrer des évaluations techniques via la plateforme Coding Game. Et donc là, le processus, il commence à partir du mois de novembre. Il y a, je crois, déjà des stagiaires qui ont déjà été contactés. Et on vise une intégration à partir du mois de février et mars. Très bien. D'accord. On a des questions sur la disponibilité de certaines offres. Il y a Oussama qui nous demande si Humanis a des offres de premier emploi en tant que développeur PHP Laravel. Oui, alors le besoin sur la partie web, il est présent en permanence. Donc, alors que ce soit dans le cadre de lancement de nouvelles activités ou que ce soit pour remplacer quelqu'un de sortant. Bon, voilà, donc les besoins par rapport à tout ce qui est PHP et toutes les autres technos que nous, on considère de standard au niveau du centre de service, les personnes, ils peuvent postuler à n'importe quel moment. Et
et on traitera sa candidature. Très bien. Même question pour le pôle data. Donc, est-ce que vous avez des offres pour les jeunes diplômés? Alors, quand on parle de jeunes diplômés, nous, quand on fait des stagiaires, on vise justement à recruter ou à basculer un maximum de ces personnes au En mode CDI. CDI. Fatem Zahra a mentionné un chiffre, alors 90%. Alors, cette année, on était un peu moins à cause de la situation actuelle, mais on essaie toujours de faire le maximum pour basculer les stagiaires au mode CDI. Donc voilà, donc la population, on couvre un peu notre besoin en termes de juniors. D'abord, en basculant les personnes en stage, on les considère comme étant prioritaires pour intégrer la société en tant que junior. Après, à n'importe quel moment, le besoin il peut apparaître pour des profils juniors et on se lance aussi dans la recherche de ce genre de profil. D'accord. Il y a Rachid qui demande si Humanis est un centre de relations clients ou une SS2I. Alors, Humanis, c'est une ESN, d'accord? Parmi ces activités, il y a l'activité centre d'appel. Alors, elle représente actuellement, je dirais, un tiers des activités côté Casa. Côté France, je n'ai pas une idée sur le volume d'activités que ça représente côté France, pardon. Mais Humanis est essentiellement c'est-à-dire une société informatique. Et son offre est totalement orientée, bon, je veux dire, en grande partie orientée vers la prestation informatique. Très bien. Et une autre question sur la disponibilité de stages en BI. Oui, je dis que voilà, donc là par rapport à tout ce qui est data, digital, les besoins, donc là ils rentrent dans le processus actuel de recrutement de stagiaires. Et justement, on va recruter des stagiaires dans le domaine BI. Alors, je dirais même que sur la partie BI, on recrute un peu plus que pour les autres technos, puisque le volume d'activité BI est plus important. D'accord. Une question sur le mode de travail dans ces circonstances. Est-ce que Humanis a opté pour le télétravail ou actuellement vous travaillez en présentiel? Alors, actuellement, sur les activités CDS IT, depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis le premier confinement, le 16 mars, on était à 100% télétravail. Et jusqu'à maintenant, on est à presque 100% télétravail. Nous n'avons pas défini un jalon pour le retour des collaborateurs au niveau de nos locaux, même si on le veut parce que le mot télétravail a ses limites. Mais actuellement, tout le monde est en télétravail. Je précise quand même que les locaux ils sont ouverts, c'est-à-dire que les locaux ils sont ouverts. On a mis en place notre protocole sanitaire pour respecter au maximum les règles sanitaires et sécuriser les collaborateurs au maximum. Donc, tout collaborateur qui souhaite à un certain moment venir travailler sur site, il peut le faire. Très bien. Et est-ce qu'il y a des opportunités actuellement pour des profils en cybersécurité débutants? Pour l'instant, non. On n'a pas identifié de besoin pour l'instant sur tout ce qui est cybersécurité. Ce n'est pas notre domaine d'expertise. Mais c'est quelque chose qui peut venir. Nous, on accompagne le groupe. Je sais que c'est un pôle ou c'est une discipline qui se développe au niveau du groupe, notamment avec la GDPR. Et c'est quelque chose que côté Casa, on peut très bien développer aussi. Mais pour l'instant, je dirais à court terme, on n'a pas de besoin. D'accord. Et on a une autre question d'un participant du Congo, Brazzaville plus précisément. Donald nous demande si Humanis a un plan pour s'étendre en Afrique centrale. On aimerait bien. On aimerait bien d'avoir cette opportunité. Ça peut venir. En tout cas, maintenant, on est en train de développer le centre de service à Casa. Demain, peut-être que le centre de service Casa peut être un hub ou une plateforme pour justement se développer en Afrique. Et on sera très content de le faire. D'accord. Alors, pour ne pas empiéter sur le créneau de la prochaine session, on va devoir arrêter les questions. Alors, sauf qu'il y a une question que vous avez repérée, Razi,
et l'équipe, sauf si vous avez identifié une question spécifique que vous souhaiteriez traiter avant qu'on Justement, on oriente a les plusieurs. participants vers le groupe Téléclinique. Oui, Pour justement, moi, ça on a va. plusieurs. Peut-être que Anna, s'il y a une question technique sur le thème que tu as présenté, est-ce qu'il y a une question sur laquelle tu peux répondre? J'en ai vu une tout à l'heure, mais je ne l'ai pas très bien compris. Si la personne peut reformuler, la question est comment se passe la sécurité par suivi des données? Donc si la personne peut juste reformuler parce que ce n'est pas, j'ai pas très bien compris. On peut lui demander de reformuler la question, de la Oui, partager sur le groupe. en attendant, il y a plusieurs personnes qui demandent comment ils pourraient postuler. Donc, Fatem Zahra a publié, a partagé son adresse email. Et même l'adresse mail fait. de toute l'équipe de recrutement. Alors justement, Exactement. je tiens à préciser que nous allons commencer les recrutements de nos futurs stagiaires. Donc, préparez bien vos entretiens, vos CV. Et puis, on va se voir très bientôt, Inch'Allah, pour les entretiens. On les partage sur quelle adresse? C'est Fatem Zahra? Alors, j'ai partagé deux adresses, la mienne et celle de l'équipe recrutement. Je viens de repartager. Voilà. Elle a été partagée avec les panélistes, mais je la partage avec tout le monde. Hop. Vous avez là deux adresses, recrutement.casablanca@humanis.com et l'adresse email de Fatem Zahra, fe.benkhali@humanis.com. Voilà. Bien. Très bien. Écoutez, merci à vous. Je pense qu'on peut déclencher la séquence d'IAL quiz. On peut le faire. OK. Bien, OK. Merci. Alors. Et que la fête commence. Moi, j'adore cette partie-là. J'adore énormément. Ça fait beaucoup de plaisir. Alors, on a fait réveiller. En plus. Alors, vous avez reçu un lien sur le chatter, sur kahoot.it et un code également. Donc, on vous invite de vous inscrire dessus. Un seuil plus ou moins intéressant avant de démarrer les questions. Est-ce qu'on a le droit de participer, nous Bien sûr. Les humanistes. Non, on va pas participer. Non, on va donner la chance aux autres. Donc, le gagnant et la gagnante, il sera évalué sur deux choses. Est-ce que la réponse est vraie ou fausse? Et le temps de réponse. Est-ce qu'il était rapide à apporter la réponse à la question? On a 47 inscrits. À 60 on lance. Ça devrait 60. Parce que la cobra dit que la 58. Très bien, on peut lancer. 61. Alors, première question, messieurs, dames. Humanis est une ESN qui est focalisée sur les prestations autour de la data. Oui. En rouge, oui. L'offre Humanis concerne uniquement la techno-data. En orange, non. L'offre Humanis inclut également le digital, métier et production d'exploitation. Non. L'offre Humanis inclut également le digital, en bleu. J'annonce les couleurs parce que certains ne voient pas toutes les questions. Alors, qui était la plus rapide? C'est Soumeya, cette fois-ci. On va voir s'il va poursuivre. Deuxième question. On n'entend plus le son. Les activités IT de Humanis Maroc sont à 100% orientées offshoring. Oui, en bleu. En rouge, non, Humanis Maroc est présente sur le marché marocain avec une offre orientée prestation énergie. Non, en orange, Humanis Maroc présente sur le marché marocain avec l'offre en AT et forfait. La réponse Hada, c'était en orange. Réponse jaune. Voilà. Tac. Et c'était Soumeya encore une fois. Et comment comme Soumeya, comme qui n'a Non, on la connaît pas de toute façon. Next. En quelle année Humanis Casablanca a vu le jour? En rouge 2009, orange 2013, bleu 2011, vert 2015.
C'est une question facile. Ceux qui ont bien suivi. Effectivement. En 2013. Et cette fois-ci, c'est Soumeya. Soumeya. Bravo, Soumeya. Alors, une question avec plusieurs réponses valables. Oui. Citez au moins 2 valeurs d'humanisme. Excellence et responsabilité. En rouge, en orange, respect et activité. En bleu, excellence, solidarité. Ou en vert, respect, convivialité. Lesquelles? 2, on va choisir 2. Au moins 2. Respect, convivialité, excellence, responsabilité. C'est Issaoui, dans la position, première position. On passe à la prochaine. Donc, cette prochaine question. Qu'est-ce qui est faux concernant la sécurité? En rouge, le système de sécurité d'entreprise me met à l'abri de toute menace. En orange, un virus risque d'infecter juste mon ordinateur. En bleu, la sécurité est basée sur 4 critères. En vert, la sécurité, il faut juste investir dans un bon antivirus et firewall. Qu'est-ce qui est faux? Donc, la sécurité est basée sur les 4 critères. Ça, c'est la réponse. On va demander à dit FB. On dirait que FB est spécialiste en sécurité. Là, au moins, il a bien suivi la partie sécurité. L'avant-dernière question. Quand vous recevez un mail suspect avec un lien, que faites-vous? Ne pas cliquer sur le lien et remonter l'info à l'équipe de sécurité concernée. Ça, c'est en rouge. En orange, transmettre ce mail à son téléphone et l'ouvrir tranquillement. En bleu, il n'y a aucune crainte. Il suffit de cliquer sur le lien. C'est une question facile. Ça va jouer sur la Pas pour moi, parce que vous savez, je voudrais bien rester, Fadi, une petite seconde. Transmettre, parce que ça m'a tenté une fois. J'ai reçu un mail suspect. Et je me disais, je vais l'ouvrir sur mon téléphone parce qu'il se peut que voilà, c'est pas le même système d'exploitation, etc. Donc, il ne sera pas forcément actif sur mon téléphone. C'est un réflexe qu'on peut avoir. Effectivement, ça va limiter les dégâts concernant l'entreprise, mais ça risque de causer un dysfonctionnement pour votre téléphone. Et encore, même pour l'entreprise, si jamais la personne avec son téléphone, il est connecté au réseau Wi-Fi de l'entreprise. Oui. Donc là, il y a aussi le risque pour l'entreprise. Donc faites gaffe les amis. Dernière question. Donc non, c'est FB. Plusieurs choix. Quels sont les quelques bons réflexes à suivre pour éviter d'être vulnérable? Vérifier l'origine des mails reçus, garder sa vigilance sur les réseaux sociaux, vérifier l'identité du virus. B, l'un collaborateur est toujours fiable. Donc, quels sont les bons réflexes à suivre? Toutes, sauf la dernière. Le clé USB d'un collaborateur n'est pas toujours fiable. Je connais le discours directement le podium. Alors, troisième position, Houda. Meilleure deuxième position. 5 bonnes réponses. Un FB. Bravo FB. Je voudrais bien voir votre nom. Si vous pouvez juste FB, mettez votre nom au complet comme ça. On saura vous identifier plus tard. Et je vous invite à prendre contact avec l'équipe sur contact@ je vais le dire tout de suite pour ne pas l'oublier, @2020go.com. Et voilà. Bravo aux 3 personnes et bravo à toutes les personnes qui ont participé. Et merci encore une fois à Mustafa et à son équipe d'avoir organisé cet événement avec cette qualité. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Razi, Fatem Zahra, Anas et toute l'équipe humaniste derrière cette présentation. Merci à vous. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Humaniste, c'est une très belle boîte sur le marché local. Effectivement, un très beau positionnement, de l'expertise qui est connue et reconnue sur le marché local, que ce soit pour recruter. Elle est assez attractive, que ce soit pour les jeunes, pour les étudiants qui cherchent des stages ou pour des jeunes
ou même des seniors. Donc, j'encourage tout le monde à postuler auprès de Humanis et à rejoindre leurs équipes. Je serais très heureux de voir que quelque part dans les prochains mois, que certains collaborateurs d'Humanis proviennent de ce forum-là. Merci à toute l'équipe. Razi, merci à toute l'équipe, en tout cas Humanis, de votre participation et à très bientôt, je l'espère. Portez-vous bien. À bientôt. Merci, Mustafa. Bientôt. Merci. Au revoir. Salut.